Je vais peut-être un tout petit peu m'écarter de la perspective de l'exposition d'Orsay, qui adopte un titre volontairement oxymoronique, oxymore, innocence archaïque, contradiction donc entre l'innocence, c'est-à-dire l'absence de connaissance, l'absence d'expérience, et puis l'archaïsme, qui suppose justement un enracinement long dans le temps. Alors, je crois qu'on va essayer d'évacuer un premier petit problème, pour lequel je vais me servir de cette image. Il ne faut jamais oublier que le douanier Rousseau est né à Laval, en Mayenne, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est né à Laval, en Mayenne. Et je vais vous montrer dans quelques secondes que la vie de ce deuxième personnage est parfaitement encadrée par celle du douanier Rousseau. Il s'agit d'Alfred Jarry. Et je pense qu'il faut bien voir, il faut bien aborder l'aspect canular. Est-ce qu'après tout, la réputation du douanier Rousseau, ça n'est qu'un canular destiné à épater le bourgeois ou à flouer le bourgeois, canular manipulé par un certain nombre de grandes personnalités artistiques qui n'avaient probablement qu'un but, c'est de s'amuser entre eux, au détriment justement des bien-pensants ou de la société bourgeoise, disons, de l'époque. Alors, Henri Rousseau, né en 1844, il meurt en 1910. Il démissionne donc de l'octroi en 1893, et à partir de ce moment-là, il essaie, tant bien que mal, et plutôt mal que bien, de vivre de sa peinture, sauf à partir d'un moment dont nous reparlerons tout à l'heure. Alfred Jarry, lui, né en 1873 et meurt en 1907, une carrière extrêmement rapide. Leur père était camarade d'école. Jarry découvre en 1894 Henri Rousseau au Salon des Indépendants. Jarry a 20 ans, Henri Rousseau en a 50, le double, plus du double de son âge, et Jarry sera le premier à l'appeler donc le douanier. L'expression le douanier Rousseau, nous la devons à Jarry, bien sûr, puisqu'il n'a jamais été douanier. Il était évidemment au ramassage des contributions de l'octroi aux portes de Paris, vous savez, ce que Claude-Nicolas Ledoux avait construit et qui avait donné lieu à la formule « le mur murant Paris, rend Paris murmurant ». Alors, Jarry, c'est un homme, évidemment, du canular, d'une certaine manière, mais d'un canular tragique. Et je ne suis pas loin de penser que quelque chose de cette espèce de, comment dirais-je, de fausse piste, mais de fausses pistes tragiques, est au cœur, ou de fausses pistes, en tout cas douloureuses, est au cœur de l'œuvre du douanier Rousseau. Nous avons pris l'habitude de parler brièvement de bibliographie. D'habitude, je vous recommande les numéros spéciaux du dossier de l'art, des dossiers de l'art ou de connaissance des arts. La dernière conférence, j'ai souligné que peut-être Télérama avait indûment republié sous une couverture différente le même numéro hors série qu'ils avaient publié au moment de l'ouverture du Paul Klee Zentrum à Berne. Là, il faut rendre hommage à cet hors série de Télérama qui est brillant et très convaincant par beaucoup d'aspects. Donc, voilà, chose faite. Et puis, quand même, attirer votre attention sur le fait que, en parallèle à l'exposition d'Orsay, le musée d'Orsay, qui a maintenant la gestion de l'orangerie, propose une exposition extrêmement intéressante et dont le catalogue est remarquable, qui s'appelle Apollinaire, le regard du poète, avec en affiche soit un Chagall, soit, comme vous le voyez ici, un Giorgio de Chirico. Et alors évidemment, dans le cadre de cette tentative de dissiper le mythe du canular de grandes personnalités artistiques et intellectuelles destinées à épater le bourgeois en montant en épingle la carrière du douanier Rousseau qui finalement ne vaut pas grand-chose mais est assez charmant à regarder, le rôle d'Apollinaire est évidemment très important puisque, vous le savez, à 2 reprises, le douanier Rousseau a célébré Guillaume Apollinaire et Marie Laurencin. La relation entre Guillaume Apollinaire et Marie Laurencin débute en 1907. En 1908, probablement commencé, terminé en 1909, le douanier Rousseau crée cette première image d'Apollinaire, le poète, plume et rouleau en main, et puis de Marie Laurencin dans le rôle de la muse,
l'entraînant effectivement vers la vision et l'inspiration avec cette main levée qui semble diriger le regard d'Apollinaire vers le lointain et la hauteur. Alors vous savez, il y a eu deux versions. Cette première version que vous voyez ici est au musée Pouchkine, et c'est finalement la deuxième version que Guillaume Apollinaire a préférée. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dans la première version, le douanier Rousseau a mis des giroflées, et dans la deuxième version, il a mis des œillets de poète. Alors vous me direz, est-ce que la différence est immédiatement perceptible pour un non-botaniste averti? J'avoue que je ne suis pas un botaniste averti, j'ai commencé par flancher un peu sur la différence, et puis à un moment je me suis aperçu qu'il suffisait de regarder les feuilles et pas les fleurs. Si vous regardez les feuilles, c'est très clair que les feuilles, je ne vous dirai pas qu'elles sont obligatoirement des feuilles de giroflée dans la version du musée Pouchkine, ni obligatoirement des feuilles d'œillets de poète dans la version de Bâle, mais les feuilles sont évidemment différentes. Et donc, très probablement, si Guillaume Apollinaire a choisi le second tableau qui lui a appartenu, avant qu'il finisse bien sûr dans les collections du musée de Bâle, il y a évidemment là quelque chose qui est un choix d'Apollinaire qui lie le tableau plus étroitement à la mission poétique. Comment Marie Laurencin a ressenti son traitement par Apollinaire en figure de muse dans ces deux tableaux, nous laisserons à l'histoire le soin de décider. Marie Laurencin néanmoins est un guide précieux, puisque en 1908, un an après qu'elle ait rencontré Apollinaire et qu'elle soit devenue sa maîtresse et sa muse, elle fait ce portrait de groupe, cette conversation piece d'une certaine manière à la britannique, dans lequel nous avons 4 personnages qui ne sont pas vraiment négligeables. En bas à gauche, évidemment, je soupçonne, vous avez reconnu un jeune peintre espagnol qui commence à faire une carrière plutôt brillante à Paris et qui s'appelle Pablo Picasso. Au-dessus de lui, Marie Laurencin elle-même, c'est un autoportrait à l'intérieur de ce portrait de groupe. Assis, évidemment, Guillaume Apollinaire, et à droite, Fernande Olivier, qui est la compagne de Picasso à l'époque. Et le lien, alors c'est important parce que c'est 1908, et 1908, vous le savez, on va y revenir dans un instant, c'est l'année du fameux banquet Rousseau, dont je vais parler un tout petit peu longuement parce que ça nous permettra évidemment de voir le type de milieu dans lequel évolue le douanier Rousseau, milieu qui doit quand même nous interroger sur cette espèce de naïveté qui serait la qualité principale de. Quand le douanier Rousseau a été enterré à Laval, sa ville natale, l'épitaphe sur son tombeau a été rédigée par Guillaume Apollinaire. Et cette épitaphe, la voici, vous venez de la voir inscrite sur la tombe et signée de Guillaume Apollinaire. Cette épitaphe, la voici. Nous te saluons, gentil Rousseau, tu nous entends, Delaunay. Alors ça, c'est Robert Delaunay, qui est quand même pas dans l'avant-garde des années 1900, mettons 5, 25, quelqu'un de très négligeable et de très naïf. C'est pas exactement une sorte de, comment dirais-je, de ravi de la crèche. Hein. Donc Delaunay, sa femme, Monsieur Queval et moi, laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel. Nous t'apporterons des pinceaux, des couleurs, des toiles et des toiles, afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle, tu les consacres à peindre, comme tu tiras mon portrait, la face des étoiles. Voilà, donc c'est là aussi, si vous voulez, le côté extrêmement avant-gardiste d'Alcool, par exemple, 1913, hein, qui est ressenti comme probablement la première grande secousse de la poésie française depuis Rimbaud. Hein. Là aussi, cette amitié, cette affection, ce respect constamment réaffirmé pour le douanier Rousseau pose question. Est-ce un canular de leur part? Y a-t-il plus? Nous verrons dans un instant. Alors, je vous montre ici, je n'ai pas retrouvé de photo et je crois qu'il n'y en a pas. La date elle-même n'est pas sûre. En plus, Picasso s'est trompé de date, c'est-à-dire qu'il avait invité ses amis et le douanier Rousseau pour un banquet en l'honneur de Rousseau fin novembre 1908. Le seul problème, c'est qu'il avait commandé le dîner pour 2 jours après. Et donc, quand le dîner est arrivé, le banquet était déjà passé et le traiteur a dû repartir, pas très content je crois, avec son dîner. Ce que vous avez devant vous, c'est une planche
d'une bande dessinée en 4 volumes, réalisée par Julie Birman et Clément Oubrerie. Les 4 volumes s'appellent tous les 4 Pablo, le 4e s'appelle Picasso, le premier s'appelle Max Jacob. Il s'agit véritablement d'une série de 4 volumes de bande dessinée qui évoquent, je trouve, de manière intelligente, fine, sensible, les débuts de la carrière de Picasso à Paris, entre son arrivée depuis Barcelone et puis finalement les Demoiselles d'Avignon et l'installation définitive. Alors, ce que vous voyez ici, évidemment, le très important hommage à... c'est ça, ce portrait-là. Ce portrait-là, le voici, il est publié sous le nom de Portrait de femme, il date de 1895, la personne qui est représentée ici est connue par les spécialistes de Rousseau comme Jadwiga, ou l'institutrice polonaise. C'est elle que nous retrouverons nue tout à l'heure sur le sofa Napoléon III du rêve. Le tableau que vous voyez ici a été découvert par Picasso rue des Martyrs, en face du cirque Medrano, chez un marchand de literie et de matelas qui s'appelait le Père Soulier, et qu'il a vendu à Picasso pour 5 francs en 1908. Et donc, quand Picasso a eu acheté ce tableau, qu'il adore, et qu'il a conservé jusqu'au bout. Le tableau, aujourd'hui, fait partie de la salle de présentation permanente des collections particulières de Pablo Picasso. Pablo Picasso a acheté un certain nombre d'œuvres de peintres qu'il aimait, quelques maîtres anciens et des contemporains, et ce tableau est évidemment partie intégrante de la collection personnelle de Picasso. D'ailleurs, l'importance en est confirmée par le fait que quand Brassailles réalise cette photographie de Picasso dans son atelier du 23 de la rue La Boétie en 1932, vous voyez derrière Picasso la présence de ce portrait du douanier Rousseau qui n'a pas bougé. Alors, qu'en est-il effectivement du banquet en l'honneur du douanier Rousseau? Ce banquet qui a lieu fin novembre, encore une fois, 1908, il a lieu dans un endroit qui a été classé par Malraux et qui a brûlé 2 ans après, qui en fait a été le premier atelier de Picasso, c'est-à-dire le bateau Lavoir, qui était tout simplement situé au-dessus des marches de la station de métro Abbesse, au coin pratiquement de la rue d'Orchamps, et c'est dans cet atelier que Picasso a vécu au début de son séjour parisien. Alors, que savons-nous du banquet en l'honneur du douanier Rousseau? Après l'achat de la toile que je viens de vous montrer, nous n'en savons que ce qu'ont bien voulu nous en dire 2 femmes. L'une à droite, et on comprend que Picasso soit tombé amoureux finalement, c'est Fernande Olivier elle-même, qui parle du banquet du douanier Rousseau dans un livre de souvenirs qui s'appelle Picasso et ses amis, préfacé par Paul Léoto et publié chez Stock. Et la deuxième personne qui nous en parle est quelqu'un qui avait un petit intérieur plein. Alors ce ne sont pas des posters, hein, et ce ne sont pas des reproductions, ce sont les vrais. Hein. Et si vous sombrez un peu sous l'accumulation vertigineuse de chefs-d'œuvre au centimètre carré, vous avez raison de sombrer, hein, mais ceci, bien sûr, ce sont les murs du 27 ou de l'appartement du 27 de la rue de Fleurus, où Gertrude Stein venait à ce moment-là d'éliminer son frère Léo, qui est parti à Florence, et d'installer la femme qui serait la compagne de toute sa vie, à savoir Alice B. Toklas. Et c'est dans ce livre un peu étonnant, je suis toujours très surpris quand j'entends des gens parler des avant-gardes de la première décennie du XXe siècle sans avoir lu l'autobiographie d'Alice B. Toklas, qui est probablement le meilleur, le meilleur livre qu'on ait sur le sujet. Et dans, effectivement, cette autobiographie de sa compagne, ce qui est très très extraordinaire, elle écrit en première personne la vie de sa compagne. Gertrude, que vous voyez ici au premier plan, Alice à l'arrière, à Venise en 1908, l'année du banquet Rousseau, dans effectivement ce livre, qui est publié aujourd'hui dans la traduction française de Bernard Fay, dans la collection L'Imaginaire Gallimard, avant l'autobiographie de tout le monde, puisqu'elle a écrit 2 livres, l'un qui s'appelle parmi les livres qu'elle a écrits, The Autobiography of Alice B. Toklas, et l'autre, Everybody's Autobiography. Hein, vous avez un récit absolument, qui est le récit canonique du banquet Rousseau. Et juste comme ça, pour vous faire bicher, si je puis dire, je vous remonte
quelques murs de l'appartement du 27. Oui, si vous reconnaissez effectivement du Matisse comme s'il en pleuvait et du Picasso comme on n'en fait plus, une partie des Matisse ayant été rachetée ensuite bien sûr par le bon docteur Barnes, vous avez tout à fait raison. C'est fou de penser qu'à un moment au 27 rue de Fleurus, vous avez eu sur les murs une telle quantité d'œuvres qui sont maintenant devenues des œuvres phares, évidemment, de la modernité. Je reviens maintenant sur, effectivement, deux portraits peints par le douanier Rousseau, autoportrait à gauche et à droite, évidemment, le portrait par le douanier Rousseau de sa deuxième femme, Joséphine Rosalie Nourry, qu'il épouse en 1899 et qui meurt en 1903. C'est sa deuxième femme, puisque sa première femme, qui apparaît dans ce portrait intitulé Portrait de femme 1895-1897, s'appelle Clémence Boitard. Elle est morte en 1888. Le douanier Rousseau lui a voué un culte. Et alors ça aussi, c'est quand même une chose qui est un tout petit peu problématique. Je n'arrive pas à avoir une version définitive du nombre de leurs enfants. C'est-à-dire que parfois je lis 9, parfois je lis 7. Mais le plus important, c'est que vous lisiez 9 ou 7, 8 sur 9 sont morts en bas âge, 6 sur 7 sont morts en bas âge, quel que soit celui des deux chiffres que vous... Et donc, il y a un aspect dévastation du monde familial de Picasso. Dévastation du monde conjugal, par la mort de la femme adorée à laquelle Rousseau vouera un culte jusqu'à son second mariage, et puis, effectivement, dévastation parentale, avec quand même la mort de 8 enfants sur 9 ou 6 sur 7, ce qui est quand même tout à fait affolant. Une seule fille a survécu. Cela peut expliquer le côté à la fois bouleversant et dérisoire là aussi, car c'est probablement deux pôles entre lesquels nous allons inscrire l'œuvre du douanier Rousseau, un élément incontestable de dérision qui s'affiche dans la volonté effectivement d'une non-sophistication de l'image, et puis en même temps quelque chose effectivement qu'on va assez vite percevoir comme le bouleversement, l'intensité de l'émotion qui s'authentifie finalement de se dissimuler ou de se retenir dans cette apparente naïveté, mais naïveté à mon avis qui est plus une sorte d'outil de dérision qu'autre chose. Je reviens sur ces deux portraits, tout simplement parce que, évidemment, dans la photo d'André Comès faite à Mougins en 1965, à Notre-Dame-de-Vie, vous voyez que Picasso réaffirme son engagement à l'égard du douanier Rousseau, puisqu'il se fait photographier tenant dans sa main, à droite, évidemment, le portrait du douanier Rousseau, à gauche, le portrait de la deuxième femme du douanier Rousseau. Mon propre titre, qui n'était pas l'innocence archaïque, auquel je rends hommage. Mon propre titre, je l'ai emprunté bien sûr au sonnet des correspondances de Baudelaire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles. Il est clair que le thème de la forêt ou le thème de la jungle, par lequel nous terminerons, parce que c'est pour moi l'essence de l'œuvre du douanier Rousseau, ce thème, effectivement, est de nature profondément symbolique, et que ça n'est probablement qu'en nous intéressant au fonctionnement symbolique, métaphorique et allégorique, d'une certaine manière, de la forêt, de la jungle, qu'on peut, je crois, aborder véritablement l'œuvre du douanier Rousseau. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Vous verrez tout à l'heure, j'ai pris volontairement des gros plans de regards de certaines bêtes féroces qui apparaissent dans les jungles du douanier Rousseau, et vous verrez que ces regards sont éminemment familiers. Allons-y. 1902, donc, évidemment, ce rare portrait photographique du douanier Rousseau, et tout de suite, évidemment, la question de l'octroi, c'est-à-dire la question du métier et de la ville. Et cette question du métier et de la ville, elle propose tout de suite... Le tableau a été acheté par Samuel Courtauld. Samuel Courtauld, vous savez, c'est le fondateur des textiles synthétiques qu'on appelle la courtelle. Il a accumulé une collection de tableaux absolument exceptionnelle, qui était présenté dans le temps dans un des bâtiments de l'Université de Londres et qui est aujourd'hui présenté à Somerset House sur les bords de la Tamise. Et c'est un des très très grands musées de Londres. Je suis toujours surpris qu'il n'y ait pas la queue devant, parce qu'il y a des choses absolument exceptionnelles dans le musée. Mais bon, comme les gens voient la National Gallery au British Museum,
ou à la Tate Modern. Voilà, bien. Une géométrie très contraignante et presque déshumanisée, des parallélismes évidents, dont ceux des arbres au premier plan sont repris de manière beaucoup plus inquiétante par des constructions à l'arrière-plan qui sont probablement des cheminées. Et là, on va se poser évidemment la question de est-ce que le douanier Rousseau est un naïf ou est-ce que c'est quelqu'un qui dissimule sous une naïveté apparente une prescience extrêmement forte des impasses de la société industrielle? Là, je crois que moi, je vais basculer de ce côté-là assez vite. Et puis, un thème majeur qui est le thème de l'enfermement avec les grilles. Et puis aussi, dernier élément qu'on va retrouver très souvent, cette sorte de réduction humiliante de la taille du personnage humain dans l'espace, effectivement, de la toile. Comme si le personnage humain était finalement non plus du tout la mesure de toute chose, mais au contraire quelque chose de presque d'accessoire dans le spectacle du monde. On va y revenir dans un instant. Alors, évidemment, l'opposition est très nette entre d'un côté les joyeux farceurs de 1906 et de l'autre, bien sûr, l'octroi. Il est clair que dans la jungle, on s'amuse, hein, et que c'est le contraire, évidemment, du côté très figé, très normé du bâtiment de l'octroi. Alors, bon, deux fauves, dont la distinction zoologique très précise me paraît vraiment pas de saison, et puis par contre, très évidemment, deux singes. Et alors, la tentation constante de transformer ce qui est peut-être après tout une sorte de râteau pour se gratter le dos, etc., en un pinceau. Hein, comme si finalement ces joyeux lurons, hein, ces joyeux farceurs, étaient finalement en projet de peinture. Alors évidemment, on nous dit que Rousseau est sans culture. Oui, enfin, peut-être, mais peut-être pas. C'est-à-dire que peut-être connaît-il ces deux tableaux d'un peintre que vous avez immédiatement reconnu, bien sûr, celui de gauche étant à Chartres, celui de droite à Rouen, qui ne sont peut-être pas pour Chartres des musées où vous allez tous les week-ends, mais Rouen, probablement, vous y allez avec la très belle série d'expositions sur l'impressionnisme que déploie la région normande pendant, évidemment, la fin du printemps et l'été. Les deux tableaux que vous avez devant vous, qui représentent des singes peintres, et donc qui vous disent qu'est-ce que c'est que peindre? Est-ce que ça n'est que singer le réel? Et est-ce qu'on peut véritablement prétendre que faire image, ça n'est qu'une sorte de mimétisme, de reproduction mimétique du réel? Ces deux tableaux sont de Jean-Baptiste Siméon Chardin, qui n'a pas fait bien sûr que des natures mortes, mais qui a fait ces deux tableaux de singes peintres. Et c'est vrai que le thème du singe peintre, c'est-à-dire ce qui consiste d'une certaine façon à rabattre le caquet de l'artiste. Hein. L'artiste est peut-être inspiré par les dieux, mais enfin, après tout, il ne fait que singer le réel. Hein, c'est tout. Et on retrouve ça, évidemment, pour ceux d'entre vous qui ont vu cela, dans la grande et la petite singerie du château de Chantilly, réalisée par Christophe Huette. Alors, là aussi, je ne vous dis absolument pas que, d'évidence, le douanier Rousseau connaissait probablement pas la singerie, qui à l'époque était relativement inaccessible parce que la famille d'Aumale habitait encore le château et qu'on ne le visitait pas comme on le visite maintenant. Mais moi je me méfie beaucoup de l'apparente naïveté du douanier Rousseau. Hein. Je crois que c'est une apparente naïveté qui est destinée à cacher une véritable culture et une véritable intelligence au travail. Je ne serais pas surpris, mais je n'ai pas retrouvé de preuves, donc je ne peux pas vous l'affirmer, mais je ne serais pas surpris qu'il ait effectivement était au courant ou qu'il ait vu les œuvres de Chardin, peut-être simplement en reproduction. Alors, il y a visiblement quand même une volonté de s'affirmer comme ce qu'il n'a jamais été, c'est-à-dire un peintre officiel. Il y a une volonté d'occuper, d'être en quelque sorte là, oui, la mesure de l'espace. Hein. On sent bien que ce portrait qui s'appelle Moi-même, portrait paysage, et qui date de 1890, sur la palette sont inscrits les prénoms de ces deux femmes, Clémence et Joséphine. Comme si, évidemment, tout aussi important que les couleurs que nous devinons, était l'inspiration amoureuse ou le désir d'éterniser les présences féminines essentielles dans sa vie. Alors ensuite,
moi je trouve qu'il y a des choses qui sont, et il faut toujours se méfier avec le douanier Rousseau des détails, ne pas se laisser prendre par l'apparence de naïveté du premier abord, mais bien travailler sur tout ce qui constitue le tableau. D'abord, le problème, effectivement, on va y revenir tout à l'heure, de ce qui se passe en l'air. Hein. Laissons ça de côté de quelques minutes, mais nous l'avons déjà repéré à travers cette montgolfière. Deuxièmement, quand même, l'extrême importance du pont métallique que vous avez ici. Or, évidemment, l'idée de faire des ponts non plus en pierre et en bois, mais en métal, correspond évidemment à une modernité que l'exposition universelle de 1889 avec la Tour Eiffel, nous allons y revenir dans une minute, a véritablement mise en avant. Et puis, je me demande vraiment ce que nous avons là, hein, qui me paraît quand même, ou qui me paraissent quand même être, des cheminées d'usine. Et donc, nous avons constamment à l'arrière-plan des tableaux du douanier Rousseau la prise en compte, apparemment comme ça, un tout petit peu en manière de décor hasardeux. Si vous voulez, j'ai peint un tableau, il y avait des cheminées d'usine derrière, il y avait un pont métallique, faut pas m'en vouloir, c'est comme ça. Hein. Alors là, je pense qu'effectivement, il faut être extrêmement prudent. Un peintre est libre de mettre ce qu'il veut sur la toile. C'est ce qui fait sa différence avec la photographie, du moins les débuts de la photographie. Hein. Souvenez-vous, effectivement, quand Roland Barthes travaille dans la chambre claire sur la photographie, il dit que le noème, l'essence de la photographie, c'est « ça a été ». La photographie est un constat d'existence. La peinture est une malaxation du réel pour en faire surgir le sens en trafiquant les données que le réel vous propose. Et donc, quand le douanier Rousseau vous met le pont métallique, c'est pas une photographie. Quand il vous met ces cheminées d'usine, c'est pas une photographie non plus. Le peintre est libre de mettre ou de ne pas mettre dans la toile. Et quand il met, c'est parce qu'il veut que cela y soit, et donc cela signifie. Ce travail de peintre officiel, alors qu'il est un artiste maudit, bien sûr. Hein. Ce travail de peintre officiel, on le retrouve dans un certain nombre de toiles où il se présente comme le chroniqueur des grands rituels sociaux. C'est-à-dire ici, par exemple, le centenaire qu'il appelle de l'indépendance et qui est probablement le centenaire de la Révolution 1892. Hein. Voilà, avec évidemment 1792-1892. Là aussi, des choses très étonnantes. Hein. Pour ce personnage qu'on nous dit une sorte de réaliste naïf, apparaît quand même encore une dimension qui est à l'œuvre dans une partie de la peinture européenne à l'époque, c'est-à-dire le symbolisme. Hein. Cette liberté représentée comme sonnant les trompettes de la renommée et qui invite les artistes à prendre part à la 22e exposition de la Société des artistes indépendants 1905-1906, avec le Grand Lion, hein, très évidemment Bartholdi d'Enfer Rochereau qui trône là, c'est quand même assez étonnant. Hein. Et puis, alors, le point d'aboutissement, d'ailleurs, Picasso achètera le tableau et le conservera dans sa collection privée, les représentants des puissances étrangères venant saluer la République en paix. Nous avons la chance d'avoir dans la première version de la conférence à 17h30 quelqu'un qui a longtemps été conservateur en chef du musée de l'armée aux Invalides et qui me rappelait tout à l'heure, en revenant sur deux ou trois choses que j'avais dites, à quel point ce que nous appelons la Belle Époque, en particulier en Europe, est marqué à la périphérie de l'Europe par une série de guerres constantes, la guerre sino-japonaise, la guerre russo-japonaise, les guerres balkaniques. Et évidemment, chez le douanier Rousseau, qui est un homme qui lit les journaux, qui se tient au courant, il y a probablement une conscience assez aiguë d'une sorte de... à la périphérie de cette bulle apparemment paisible qu'est la République française et quelques puissances continentales qui l'entourent, il y a un monde qui est en train de se défaire et de se refaire. Et alors, je voudrais revenir maintenant sur ça. Vous voyez cet octroi qui apparaît dans un univers un peu, effectivement, naturel, mais qui est en même temps l'entrée d'une ville. Et donc, qui est l'entrée d'une ville marquée par des grilles, par une géométrie triomphante, orthogonalité, lignes qui se coupe à angle droit et qui sont droites, alors que la ligne naturelle, la ligne de la nature, la ligne de l'art nouveau, c'est quand même effectivement tout ce qui est dans l'ordre de l'arabesque et tout ce qui est dans l'ordre de la courbe. Alors, à ça, le douanier Rousseau répond par ça. Qui n'est pas la nature, ce ne sont pas les meules de Monet, c'est clair.
Mais plus intéressant à mon avis, ce ne sont pas non plus les célébrations de l'élément de sacré ou de religieux prolongé que la société rurale avait assumé au moment où elle allait mourir. Dans un groupe de peintres français très important, qu'on appelle l'école de Barbizon, et dans lequel le peintre le plus important, qui sera une sorte de modèle absolu pour Vincent van Gogh, et qui est Jean-François Millet, a volontairement sacralisé la geste paysanne et rurale. Et ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est pas que le douanier Rousseau ne sait pas peindre, mais c'est probablement le fait que le douanier Rousseau vous dit cette sacralisation thématique et esthétique du monde rural n'est plus possible. Elle a déjà été faite, elle n'est plus faisable aujourd'hui, et donc quand on commence à vivre dans une nostalgie du rural, de l'arcadien à jamais disparu, la forme visuelle que ça peut prendre est forcément une forme visuelle maladroite, malaisée, qui met aussi de guingois, si je puis dire esthétiquement, le peintre que le spectateur. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je ne pense pas du tout que ce genre de tableaux soient des tableaux que le douanier Rousseau fait parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Ça, pour moi, c'est très important. Il ne peint pas ça parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Il peint ça parce qu'en peignant comme ça, il dit que finalement, la nostalgie pour une sacralisation de ce genre de monde, ça a déjà été fait et ça n'est plus possible. Et donc, il y a un côté, comme disent nos amis anglais, tongue-in-cheek, hein, c'est-à-dire il y a une sorte de conscience un peu perverse qu'on vous présente quelque chose qui n'est pas regardable parce que justement ce que ça décrit n'est plus vivable ou n'est plus habitable. Et si on veut bien aller jusque-là, là je crois que l'œuvre du douanier Rousseau devient véritablement très intéressante. C'est à mon avis exactement le même fonctionnement que ça, hein, dont vous pouvez penser très légitimement que, comme dirait Johnny, il y a un problème. Hein, c'est pas quand même de la très grande peinture. Oui, mais justement, je pense que ça ne peut plus être de la très grande peinture sur ce sujet. À ce propos-là, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'aller à Port-Royal des Champs, où il y a une exposition en ce moment sur un peintre qui a fait Flores à l'époque, que plus personne ne regarde aujourd'hui, qui est Rosa Bonheur et la famille de Rosa Bonheur. Je pense que Rosa Bonheur, c'est la dernière peintre, le dernier moutonnement, même après Barbizon, de cette espèce de sacralisation de la geste rurale, à un moment où la société française est une des dernières à être majoritairement rurale, alors que la plupart des sociétés européennes sont devenues majoritairement urbaines, en particulier la Grande-Bretagne. Et si on pousse jusqu'au bout, vous voyez, c'est assez intéressant, parce qu'au fond, la peinture du douanier Rousseau, est-ce qu'elle ne participe pas d'un néo-primitivisme d'époque? Néo-primitivisme qui, d'une certaine manière, commence inévitablement avec Gauguin, mais va ensuite réapparaître évidemment au niveau des Demoiselles d'Avignon et de l'art dit nègre de l'époque, et se poursuivre jusqu'à certains bustes de Modigliani. C'est-à-dire cette idée qu'il faut d'une certaine façon renouveler la vision en empruntant un détour par ce qu'on appelle le primitivisme et ce que Victor Ségalen appellera bien sûr l'exote. Hein, l'exotisme des immémoriaux. Il lui appelle ça l'exote pour ne pas sombrer justement dans cheap exoticism, hein, l'exotisme bon marché, parce que au fond finalement c'est l'idée qu'on ne peut peindre que ou qu'on ne peut créer que par une confrontation avec la différence, et que cette confrontation avec la différence stylistique elle est essentielle. Alors évidemment l'Heureux Quatuor de 1901-1902, hein, qui ressemble quand même beaucoup à un jardin d'Éden dans lequel on aurait oublié le serpent, hein, eh bien, cette sorte de jardin d'Éden où on aurait oublié le serpent, c'est quand même assez proche, à mon avis, tout en étant très différent, du Yaorana Maria, hein, je vous salue Marie, dans le monde, évidemment, de Tahiti, avant d'aller aux Marquises, que Gauguin peindra en 1891. J'insiste là-dessus parce que l'année prochaine, Paris aura une grande rétrospective Gauguin, dont nous parlerons, bien sûr, ici. Alors, cela dit, comme pour confirmer notre idée, le douanier Rousseau fera son Ève face au serpent dans l'environnement naturel. Et cet environnement naturel laissé à lui-même, au fond, où la nature non rédimée produit à la fois la beauté
et la menace, la séduction et évidemment la tentation. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'aller dans le parc de Saint-Cloud en 1908, hein, où quand même là on sent qu'il y a une nature qui est complètement dominée et qui est utilisée de manière quasiment tyrannique, dictatoriale, pour organiser l'espace de la promenade pour des gens qui n'ont plus accès à la nature réelle et qui sont obligés de se contenter d'un ersatz de nature. Alors c'est très curieux parce que cette sorte de géométrie un peu troublante, un peu écrasante qui s'impose à la nature, on ne la retrouve absolument pas dans un tableau qui est ce qu'il est, hein, vous en ferez ce que vous voudrez, qui s'appelle le monument à Chopin dans les jardins du Luxembourg et qui date de 1909. Et vous voyez bien qu'ici, la nature est un peu temple, hein, puisqu'elle devient le lieu. C'est absolument pas la même organisation. D'abord parce que vous avez une ligne courbe et pas une ligne droite, et qu'ensuite vous avez une sorte de creusement de la nature, comme si vous aviez une abside naturelle au milieu de laquelle on a déposé un autel, le lieu d'une célébration, qui est effectivement la musique de Frédéric Chopin. Et en plus, c'est pas inintéressant parce que on est à un moment quand même où l'histoire de la musique est suspendue entre, comment dirais-je, l'apogée du mélodique, hein, c'est-à-dire en gros Wagner, Bruckner et Mahler, hein, et que forcément pointe à l'horizon quelque chose comme le Sacre du printemps qui va affirmer la seule possibilité du renouveau par la brisure de la mélodie, et puis face à une musique qui est quand même très 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 marquée par le grand orchestre, monte ou remonte à la surface évidemment la voix solitaire, l'instrument solitaire, qui bien sûr vient de Frédéric Chopin, mais s'épanouit dans un personnage comme Erik Satie qui sera très proche dans cette espèce de dérision et de sourire narquois ourlé de larmes, qui sera très proche finalement d'un certain nombre d'intuitions du douanier Rousseau. Passons rapidement là-dessus et venons-en à un sujet qui, moi, me paraît véritablement essentiel, c'est le rapport du douanier Rousseau à la modernité. Alors vous voyez que volontairement, j'esquive complètement l'exposition, mais comme ça c'est merveilleux, vous verrez l'exposition comme pour la première fois. Ce paysage de 1905 vient d'être racheté par le château-musée de Laval, c'est-à-dire le musée de la ville natale du douanier Rousseau. Et ce qui m'y intéresse, bien sûr, encore une fois, c'est au milieu des arbres, la cheminée d'usine. Ce qui m'importe, c'est de voir comment le douanier Rousseau, à la fois est fasciné par les formes du moderne et en même temps probablement terrifié par ces formes du moderne. Ça, je crois que c'est très très important. Cette idée qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, le moderne ne se décline pas dans une sorte de rationalité triomphante. Le moderne produit chez l'enfant qui reste chez Rousseau à la fois une sorte d'attraction et en même temps une sorte de répulsion un peu terrorisée. Regardez par exemple ça, que j'aime beaucoup, hein, la vue de Malakoff des Hauts-de-Seine en 1903. Hein. L'électricité, qui n'est pas du tout la fée électricité ici, hein, comme on la décrira, mais qui n'est pas non plus, même si elle prend l'aspect un peu d'une sorte de partition musicale. Hein. Pensez à des oiseaux, mais il n'y a pas un oiseau, évidemment, qui est posé là-dessus et qui pourrait jouer le rôle des notes. Hein. Et vous voyez que la manière, peut-être j'invente, hein, mais la manière dont le réseau des fils électriques vient couper effectivement le clocher de l'église, c'est-à-dire le lieu traditionnel de la ritualisation de la vie collective, et puis la manière dont les fils électriques superposés créent comme une espèce d'écran. Puis alors il y a un détail sur lequel je voulais quand même insister, parce qu'on va le retrouver constamment. Regardez bien les fenêtres. Les fenêtres sont des fenêtres de décor de théâtre, c'est-à-dire c'est noir. Hein, et on a le sentiment qu'à l'intérieur, il n'y a rien, que ça n'est effectivement qu'un décor. Et là, peut-être, il faudrait reprendre le vers, vous savez, de Charles Baudelaire dans Les Sept Vieillards, décor semblable à l'âme de l'acteur. C'est au fond le décor qui nous dit plus sur l'acteur que l'acteur ne peut nous en dire lui-même ou elle-même sur ce qu'il joue là-dedans. Et si vous regardez bien, vous avez à nouveau cette espèce de réduction systématique de la présence humaine dans l'espace. On a l'impression que l'espace empêche le développement de l'humanité. On est loin, hein, de l'homme vitruvien de Léonard de Vinci, les bras et les jambes déployés, occupant la totalité du carré
perfection terrestre et la totalité du cercle de perfection céleste. La fascination pour le lieu industriel est quand même assez étonnante, hein. Vous avez ici un tableau qui s'appelle Syrie aux environs de Paris, 1892-93, et je dois dire que ce que j'aime le plus, très probablement dans cet espace, c'est la façon dont la Syrie est entourée, fortifiée, protégée, et en même temps tient à distance toute présence par l'accumulation géométrique de ces troncs blancs, hein, qui lui font comme un manteau de neutralité, hein, ce papier que la blancheur défend, dira Mallarmé, hein, qui personnellement crée évidemment l'idée que vous ne pouvez pas marquer cette blancheur de votre présence ou de vos signes. Cette blancheur, cette neutralité échappe à toute forme de signalisation. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très fort. Enfin, là aussi, vous avez quand même une sorte de vacuité du monde, hein. Regardez, les présences humaines sont très peu nombreuses et réduites finalement à ces trois petites choses au pied de l'acheté, là, qui disparaissent constamment, totalement. Il y a un peintre anglais, vous me direz, bon, alors évidemment, avec vos peintres anglais mineurs que vous nous ressortez en ayant l'air de, voilà, oui, mais peut-être certains d'entre vous connaissent Manchester et connaissent ce peintre qui s'appelle L.S. Lowry, qui est le grand peintre des paysages industriels du nord de l'Angleterre. Il y a quelque chose de Lowry que, évidemment, le douanier Rousseau ne connaissait pas, mais par contre, peut-être Lowry connaissait-il le douanier Rousseau, on n'est pas sûr, hein. Mais vous voyez bien que on passe de maisons à des formes qui sont de plus en plus lisses et de plus en plus géométriques et qui expriment la volonté de structurer un univers, de structurer le réel, sans que ce réel puisse marquer ces formes structurantes de sa présence ou de ses espérance ou crainte ou peur. Par contre, évidemment, on retrouve les merveilleux nuages qui passent, hein, les merveilleux nuages qui passent là-bas. J'aime beaucoup ça, la scène à Suresnes. Et alors, vous voyez bien que, évidemment, très vite, cette modernité industrielle va chercher un emblème, hein. Cet emblème, bien sûr, c'est la Tour Eiffel, et qu'on va voir apparaître très vite dans l'œuvre du douanier Rousseau, dans ce tableau qui s'appelle La scène avant Suresnes, la nuit, on va voir apparaître, évidemment, très vite, sous la lune, emblème changeant de la féminité, hein, comme Cléopâtre nous l'a dit hier soir, pour ceux d'entre vous qui font partie du cercle Shakespeare, hein, vous avez effectivement à la cheminée, vous avez la fumée, vous avez la structure métallique géométrique de la Tour Eiffel, et puis, alors que vous avez ces deux petits personnages ici au premier plan, hein, regardez évidemment les tas impressionnants de quoi ? Tas impressionnant de matières premières qui vont être traitées par l'usine ou tas impressionnant de produits manufacturés que l'usine vient de traiter et que la Seine attend de charrier, de transporter vers ses clients. Ici, la décharge du charbon de Claude Monet. Pour moi, si vous voulez, mutatis mutandis, il y a des choses qui sont très très proches. Et à la Tour Eiffel, évidemment, c'est Delaunay, hein. C'est-à-dire cette espèce de syncopation déhanchée de la Tour Eiffel dans le paysage parisien qui fascine Robert Delaunay dans ce tableau de 1911 et qui est déjà très 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 présente évidemment chez le douanier Rousseau, où vous voyez qu'il y a, alors là aussi, hein, les gens vous disent, ah là là, quand même, c'était pas un très grand dessinateur. Bon, probablement, hein, tout ce que je raconte, c'est un peu... bon. Mais en même temps, vous voyez que cette absence de sophistication du dessin, ça lui permet une simplification qui rend le dessin, surtout quand ce dessin traduit une oppression du paysage, encore plus prégnant, hein, encore plus fort. Et je me demande si, encore une fois, cette naïveté simplificatrice n'est pas tout simplement une extrême roublardise. C'est-à-dire qu'il ne fait pas passer, si je me demande s'il ne fait pas passer des choses assez terrifiantes et assez inquiétantes sous, disons, l'aspect de « ah ben, je ne peux pas faire mieux hein ». Mais en même temps, il ne peut pas faire mieux, peut-être, mais en même temps, ça reste quand même très fort. Vous voyez qu'on a des surfaces de plus en plus lisses, sur lesquelles, évidemment, le désir de laisser des traces ou des signes devient de moins en moins possible ou de moins en moins efficace, et on arrive à des formes qui sont de plus en plus simples, et donc de plus en plus contraignantes, d'une certaine manière. Là aussi, c'est par le ciel, c'est par les nuages, que s'introduit finalement, évidemment, les seuls éléments de nuance, les seuls éléments de variation, dans un monde qui est par ailleurs redoutablement immobile et froid. Et alors évidemment, cette
cette passion pour la Tour Eiffel, encore une fois, elle est probablement partagée et par Robert Delaunay et par Guillaume Apollinaire, puisque ce n'est pas à vous que je rappellerai que dans Alcool de 1913, Apollinaire ouvre ce recueil fondamental, le recueil le plus important de la poésie française depuis Rimbaud. Il ouvre ce recueil fondamental avec le poème Zone, qui est tout entier concerné par Paris et par la Tour Eiffel, par la modernité parisienne et par la Tour Eiffel, et il apostrophe la Tour Eiffel en l'appelant bergère aux Tour Eiffel, le troupeau des ponts bêle ce matin. Et alors, je trouve que ce troupeau des ponts qui bêle, ce qui est étonnant chez le douanier Rousseau, c'est le silence ou le mutisme terrifiant qui se dégage des tableaux, comme si la ville était déjà vide de présence, en fait comme si elle avait tué les présences à l'intérieur d'elle-même par cette géométrie simplificatrice et simplifiée. On retrouve la même chose ici, où on a visiblement de manière qui est absolument pas réaliste. Ça, je crois que c'est très important, hein. Le réalisme, je vous l'ai dit souvent, est pris en charge entièrement par la photographie. Et il n'est pas question pour lui, évidemment, de laisser la peinture redevenir photographique. C'est-à-dire, il n'est pas question que la peinture aille batailler contre la photographie dans l'ordre du réalisme mimétique. Je ne pense pas qu'il soit très possible de voir l'emblème de la modernité, la Tour Eiffel, apparaître comme ça entre les deux tours de Notre-Dame, emblème des communautés organiques médiévales que la modernité finalement a tué, hein. Souvenez-vous, en 1914, en l'espace de quelques semaines, Matisse réalisera des Notre-Dame d'une confondante, absolument époustouflante variété, les premières Notre-Dame étant des Notre-Dame anecdotiques et charmeuses de la fin de la Belle Époque, et les Notre-Dame de 1914 en août étant véritablement des temples profanés et dévastés, qui annoncent la dévastation de Reims en 1915. Regardez encore, ça aussi c'est très étonnant, cette vue du pont de Grenelle vers 1892, où vous avez bien sûr là aussi la statue en réduction que nous avions envoyée aux Américains pour mettre dans la baie de Manhattan, hein, dans the Upper Bay. Mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est à nouveau cette espèce d'extraordinaire silence, ce froid glacial qui se dégage évidemment de cette image, racheté là aussi par le Château-Musée de Laval très récemment. Et puis regardez cette espèce de géométrisation implacable et impitoyable du paysage. Et là, je crois effectivement que nous avons la source du désir de l'ailleurs, hein, c'est-à-dire de l'invitation au voyage. Ma sœur, mon amour, songe à la douceur, etc. Il y a quelque chose. Alors, je pense que, comme Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne, il y a chez le douanier Rousseau à la fois une fascination pour la poétique de la modernité et en même temps une terreur de cette poétique de la modernité qui s'incarne justement dans cette nouvelle froideur des matériaux et puis dans cette géométrisation, encore une fois, implacable et impitoyable qu'il traduit ici, je trouve, de manière assez remarquable. Et alors, évidemment, la Tour Eiffel devient un emblème très ambivalent, à la fois probablement hypertrophie de la modernité et en même temps séduction identitaire. La ville s'identifie à la tour, en même temps que la tour lui renvoie une image d'elle-même qui est une image justement profondément technique, profondément rationnelle. Et vous voyez que cette convergence des deux grands axes perspectivistes, hein, qui font évidemment de la Tour Eiffel le point focal de la perspective et qui réduisent encore une fois à néant de chaque côté les rares présences humaines que l'on voit, et puis qui posent à nouveau la question de l'encombrement du paysage naturel par des choses qui sont destinées à alimenter la production et le commerce. Et alors cette Tour Eiffel, évidemment, vous la retrouvez une fois de plus chez Apollinaire, bien sûr, sous la forme d'un calligramme, hein. Salut, monde dont je suis la langue éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. Hein, bon, c'est une autre époque, nous n'y reviendrons pas maintenant, mais voilà. Mais en même temps, vous voyez bien cette fascination de la Tour Eiffel
Et là, je pense, fascination de la Tour Eiffel pour Apollinaire, et là, je pense que le douanier Rousseau est complètement inscrit dans cette sorte de réaction ambiguë, à la fois fascination et terreur, que produit la modernité. Regardez à nouveau, par exemple ici, ça sera probablement le dernier exemple, hein, de la façon dont la mise en coupe réglée du naturel, par le barrage, par l'écluse, hein, produit cette espèce de scansion des arcatures, hein, qui viennent imposer un ordre qui, bien sûr, gouverne la lisibilité, mais ordre, bien sûr, qui, d'une certaine façon, terrifie sur la capacité du vivant à conserver une autonomie par rapport à la puissance rationalisatrice de l'esprit humain. Et vous voyez qu'il y a une différence évidente entre la manière dont les nuages sont construits de façon irrégulière et moutonnante, et au contraire, la simplification extrême des arcatures qui scandent évidemment la présence de l'écluse ou du barrage. Alors, vous sentez bien qu'il y a quelque chose là, hein, c'est clair, et c'est probablement une des choses qui sont très fascinantes chez le douanier Rousseau. Marinetti, la tête à penser, probablement pas le meilleur artiste, mais la tête à penser des futuristes, avait dit dans le manifeste futuriste que la grande originalité de la modernité, ça serait de pouvoir voir la Terre d'en haut. Jamais on n'avait vu la Terre d'en haut, mais que grâce à l'avion, qui était probablement l'objet le plus poétique qu'on ait créé depuis des décennies, on allait pouvoir voir, si évidemment l'art, c'est de renouveler la vision du monde, alors évidemment l'avion allait être un des vecteurs fascinants de l'art, parce qu'il permettrait de voir la nature d'en haut. Et vous voyez ici le dirigeable, ici évidemment l'avion, hein, avec, vous le sentez toujours, hein, la présence discrète mais néanmoins efficace, ici du pont en fer, de la cheminée d'usine, de ces maisons à décor vide puisque toutes les fenêtres sont noires, cheminée d'usine à nouveau, hein. Et puis alors peut-être la représentation la plus essentielle, où vous retrouvez la régularité de l'arcature des ponts. Il n'y a pratiquement plus de présence humaine. Les cheminées d'usine rivalisent en verticalité et en construction avec les arbres. Et alors ensuite, vous avez toute l'histoire. C'est-à-dire que ce tableau spatial vous présente une vision historique qui part évidemment de la montgolfière, de Pilâtre de Rosiers, de ce monde de papier dont Jean Clair a admirablement parlé dans Considération sur l'état des beaux-arts. Hein. Jean Clair dit que le XVIIIe siècle est le siècle du papier, entre la montgolfière et l'assignat, en passant par le papier des pastellistes, hein, ce qui est quand même une formule absolument éblouissante. Et vous voyez qu'ici, parti de la montgolfière, on s'en va tout doucement vers, effectivement, le dirigeable, et on aboutit, encore une fois, à la grande modernité, le biplan, l'avion. Et c'est là où on retrouve Delaunay, hein, dans l'hommage à Blériot, où vous retrouvez cette combinaison de la modernité qui est inévitablement la Tour Eiffel et évidemment le biplan, et puis évidemment cette idée que grâce à l'hélice, le monde tourne différemment et que, évidemment, le chromatisme qui est dégagé par l'hélice est complètement nouveau et séduisant par cette nouveauté même. Alors à côté de ça, vous avez des scènes très étonnantes, moi je trouve, hein, je suis un tout petit peu triste qu'on ne montre jamais ça, vous voyez, et c'est pas à l'exposition que vous les verrez, hein. Mais, non, je ne dis rien, mais vous voyez, ce pont de Sèvres, par exemple, qui est absolument écrasant, hein. Là aussi, si vous cherchez des équivalents visuels, alors ça va peut-être beaucoup vous choquer, mais tant pis, hein, je suis là pour ça d'une certaine manière, mais si vous cherchez des équivalents visuels du spleen baudelairien, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, ben vous avez véritablement l'impression que l'architecture du pont de Sèvres ici, elle pèse comme un couvercle, hein. En plus, vous avez véritablement cet immense ciel gris, hein, de nuages, et puis le tout petit personnage ici, qui est véritablement miniature par rapport à la puissance architecturale de la pierre, ou alors d'une autre manière, mais tout aussi étonnante, ce côté un tout petit peu fantomatique, hein, du surgissement de cette vue de l'île Saint-Louis depuis le port de Saint-Nicolas le soir en 1888. À nouveau, regardez ces grands espaces vides, hein. Là aussi, moi je veux bien
mais je ne suis pas sûr que De Chirico n'ait pas regardé ça très attentivement, ou alors s'il ne l'a pas regardé très attentivement, comme il est postérieur quand même à notre ami le douanier Rousseau, il y a quand même là des convergences, peut-être des coïncidences, mais qui sont quand même extrêmement parlantes. Cette notion générale, enfin cette notion qui se développe de la ville comme un lieu où la solitude ne peut que devenir isolement, et alors que la solitude était recherchée dans la Thébaïde, dans le désert, elle devient tout d'un coup quelque chose d'insupportable parce que les autres sont finalement relativement proches, mais en même temps très lointains. Et puis ce côté, alors moi que j'aime beaucoup, c'est l'île Saint-Louis bien sûr, hein, ce côté que j'aime beaucoup un peu partout, ce côté un peu nacré hein, du paysage. Et la nacre, vous savez, c'est quelque chose sur lequel évidemment vous ne pouvez pas avoir de prise. Il ne reste pas de traces sur la nacre sauf à la casser. Ça glisse évidemment à la surface. Alors je pense que très vraisemblablement, ces arbres morts hein, deviennent une sorte de métaphore d'une nature morte du monde, hein, dans lequel le seul moyen de se sauver, c'est non probablement par la lamentation, qui aurait un côté un peu romantique évident, hein, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, comme disait l'autre, mais justement l'adoption d'une posture qui est une posture ironique, ludique, la posture de Polichinelle, de Colombine et Arlequin, et c'est peut-être pas pour rien si on va voir se développer chez Picasso dans les années qui vont suivre la répétition constante de la figure de l'artiste comme Arlequin, c'est-à-dire la figure de l'artiste comme un déclassé, comme quelqu'un qui n'a plus sa place dans la société et qui ne peut apparaître que comme une critique à la fois vaine et probablement inaudible de la société, mais qu'en même temps l'artiste ne peut pas s'empêcher de poser. Et c'est vrai que vous avez cette promenade, ce clair de lune, hein, absolument étonnant, une soirée au carnaval, comme l'a appelé évidemment Rousseau. Mais, vous voyez, au fond, on ne peut pas exprimer sa tristesse, on ne peut pas exprimer sa mélancolie, on ne peut pas exprimer sa douleur, hein, parce qu'elle apparaît évidemment complètement vaine, inutile, un tout petit peu, encore une fois, un avatar un peu médiocre du romantisme du début du XIXe siècle. Mais en même temps, on peut la dissimuler sous une sorte de vêtement de fête, sous un travestissement ironique. Et évidemment, l'adoption du costume de Polichinelle est à cet égard essentielle. Alors bon, pour ceux d'entre vous qui m'ont déjà subi sur cette salle-là, qui est la salle probablement la plus importante, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Starobinski, hein, de la fin du XVIIIe siècle en Europe, c'est-à-dire la grande salle des Polichinelles de la Carrezzonico à Venise, où ont été transportées les fresques que Gian Domenico Tiepolo, le fils de Jean-Baptiste, avait réalisées pour la villa familiale et qui, Dieu merci, quand elle a été détruite, on a sauvé les fresques. Et vous voyez qu'on est bien là dans un monde du travestissement, on est bien là dans un monde de la dérision, dont la distance ironique avec le tragique augmente ce tragique plutôt que de le faire disparaître. C'est paradoxalement dans une distance ironique du tragique que le tragique devient le plus poignant. Hein. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de ça, peut-être de manière plus discrète, mais néanmoins pour moi essentielle, dans cette soirée de carnaval, hein, ici. Alors ensuite, évidemment, il faut en venir à... Voilà, je pense que c'est la femme dans le douanier Rousseau qui est la femme de l'isolement. Il ne me semble pas que ce soit vraiment une solitude, c'est plus un isolement subi qu'une solitude choisie, qui se promène ici dans la nature. Le côté masculin, lui, trouve toujours à s'employer dans un collectif qui le rassure et qui le dispense de se penser singulier et peut-être isolé. Que ça soit évidemment les joueurs de football ici que j'adore, avec ce côté quand même extraordinairement automnal, vous aurez remarqué. Hein. C'est comme si finalement on était dans un monde qui est en train, et comme si le jeu là était le seul moyen d'exorciser cette espèce de destin à la mort finalement de la nature, ou alors quelque chose de plus nettement martial. Hein. Les hommes ont toujours des rôles dans lesquels ils se consolent finalement de la crise de leur identité. Les femmes, ça n'est pas tout à fait sûr, parce que si elles ne sont pas hors de la maison pour
assumer un rôle de travail, elles sont renvoyées constamment justement à cette mélancolie qui est le lieu même de l'être finalement. Les artilleurs datent de 93-95. En 1863, vous le savez, Henri Rousseau entre comme apprenti clerc chez un notaire. Il va y voler quelques timbres et de l'argent. Ses parents vont le convaincre de s'engager pour éviter les problèmes judiciaires qui vont accompagner ce vol découvert. Il va effectivement s'engager dans le 51e d'infanterie à Angers. Néanmoins, en 1864, un an après le vol, il sera obligé de faire 1 mois de prison à Nantes. Et ça n'est qu'avec la mort de son père en 1868, où il se retrouve soutien de famille, soutien de sa mère veuve, qu'il sera libéré de ses engagements militaires. Et là se situera une période assez difficile, la période de son premier mariage, où, en plus, il n'aura pas véritablement de salaire, sinon une toute petite retraite de son engagement militaire jusqu'à son entrée à l'octroi. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que il vous dit bien, les hommes, ça peut se consoler de la crise de l'être en jouant au football, en faisant le soldat, et même à l'époque, en se taillant des empires. C'est-à-dire que l'énergie de l'Europe occidentale portée par la révolution industrielle est telle qu'elle n'arrive pas à contenir cette énergie à l'intérieur de ses frontières naturelles et qu'elle déborde ces frontières naturelles, en partie aussi pour aller chercher de manière relativement fiable des matières premières et aussi des marchés, comment dirais-je, sûrs lorsqu'il y a surproduction, des marchés captifs quand il y a surproduction. C'est ce paysage d'Alger en 1880 qui parle probablement plus des colonisés que des colonisateurs, mais vous savez que dans les troupes de Spahi, il y avait un uniforme qui permettait à la fois d'être colonisé et colonisateur d'une certaine manière. J'aime beaucoup ce paysage d'Alger, des choses qu'on ne voit jamais, enfin, des choses qu'on voit très peu finalement. Et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer ce soir, c'est-à-dire qu'il y a me semble-t-il, une très grande complexité, une très grande force de l'œuvre du douanier Rousseau, qui ne se limite absolument pas à la naïveté charmeuse ou charmante dont on fait état d'habitude. Et c'est là, évidemment, où on va retrouver ça, c'est-à-dire, à nouveau. Mais vous voyez, je l'ai exprès mise maintenant parce que tout à l'heure, elle était dans une forêt occidentale française. Et maintenant, elle entre évidemment dans la forêt rêvée, dans la forêt exotique. Celle évidemment dont le charme, par la différence et par les tranchetés, va pouvoir enfin suturer la blessure, effectivement, d'être. Et là, le ton malarméen, paradoxalement, je suppose que vous vous dites, le vieux raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave. Mais le ton malarméen est très fort. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. C'est ça. C'est l'invitation au voyage de Baudelaire, c'est effectivement le sonnet de Mallarmé sur la fuite. C'est-à-dire que tout le XIXe siècle final européen, empreint de japonisme par certains côtés, et aussi s'en va vraiment vers les lointains, lassé, effectivement, à la fin, je suis là de ce monde ancien. Bon. Et ce monde ancien qui est en fait le monde de la modernité industrielle et économique, là, et alors évidemment, vous avez ça qui est somptueux, parce que, évidemment, là aussi, le bon docteur Barnes ne s'y est pas trompé. Le docteur Barnes achète rarement des choses inutiles ou impertinentes. Et vous voyez bien que la femme est à la fois protégée et menacée par cette végétation exotique surdimensionnée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la protection de la fascination pour le nouveau, et il y a en même temps, finalement, la terreur de cette nouveauté dont on voit bien qu'elle vous domine et qu'à la limite, elle pourrait peut-être vous enfouir, vous dévorer, etc. Et là, je crois, bon, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vais dire maintenant, mais je pense que là, le douanier Rousseau est complètement branché sur quelqu'un. Quelqu'un qui a très bien compris qu'il faut réenchanter la ville. Et que dans une ville qui est tout entière marquée par l'orthogonalité et l'industrialisation galopante, il faut remettre des fleurs. Mais il faut remettre des grandes fleurs, comme des fleurs exotiques, qui, quand vous allez vous enfoncer dans les enfers, vous séduiront et vous terroriseront par la manière dont, se dressant au-dessus de vous, elles assureront à la fois votre protection et en même temps elles menaceront de vous dévorer.
Et vous voyez, je pense là que Guimard, qui est un des artistes les plus fondamentaux que nous ayons eu en France à la fin du XIXe siècle, Guimard a très bien compris que ça n'est qu'en, non pas en allant construire les villes à la campagne, mais en réintroduisant de la jungle dans la ville, à travers ces grandes fleurs exotiques qui sont à l'entrée de toutes les stations de métro. On en a fait disparaître un certain nombre, malheureusement. Mais vous voyez bien, quand vous entrez là, il y a quand même quelque chose qui se rapproche beaucoup de ça. C'est-à-dire, vous êtes pris entre des choses qui sont beaucoup plus hautes que vous, et dont vous vous dites, ah, c'est quand même merveilleux d'avoir ces très 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 grandes fleurs, ça c'est quand même une repoétisation du quotidien, et en même temps vous vous dites, et si par hasard elle devait se précipiter sur moi pour me dévorer, ce qui est après tout le risque à prendre quand vous descendez au terrain. Et regardez, quand vous voyez ce tableau des rives de la Bièvre près de Bicêtre, 1908-1909, du douanier Rousseau, vous voyez bien qu'il y a une tendance des arbres à la lianisation. Ça devient pratiquement des lianes. Et que donc dans le constat du quotidien de l'arbre ordinaire de l'Île-de-France, il y a une aspiration finalement à la liane. Et puis n'oubliez pas Guimard, c'est ça aussi. Ces étranges libellules géantes posées évidemment sur l'herbe verte de Paris, et dont normalement quand vous passez autour, vous devriez vous demander ce qu'elles font là et quelle va être leur réaction quand vous allez les longer. Ça c'est vraiment une repoétisation du monde qui suppose un esprit d'enfance, ça c'est clair. Il faut quelque chose. Alors, je vous ai cité déjà 350 000 fois la phrase de Baudelaire, le génie c'est l'enfance retrouvée à volonté, mais il y a quelque chose de l'enfance ici qui, face à cette invasion des libellules géantes, est à la fois fasciné, comme dans Games of Thrones ou dans tout ce que vous voudrez, et en même temps terrorisé parce que, qu'est-ce qui vous dit que la libellule ne va pas vous bouffer? Et ça, c'est fondamental. Ça, je crois que des gens comme Guimard, des gens comme le douanier Rousseau, portent une aspiration à la repoétisation de la ville par la réentrée dans la ville de quelque chose qui à la fois fascine et terrorise. Et cette alliance de la fascination et de la terreur, c'est quelque chose qui est totalement enfantin. Tous les contes de fées sont fondés, la popularité des contes de fées est fondée sur cette alliance de la fascination et de la terreur. Alors vous le savez, c'est sa première grande œuvre des jungles, 1891, qui s'appelle Surprise ou Surpris. C'est ce fameux tigre, bien sûr, étonnant, qui est à la National Gallery de Londres. Et alors, certains d'entre vous, il y a quelques années, peut-être d'ailleurs à ce moment-là, la séance du soir n'existait pas, mais nous avions profité de l'extraordinaire rétrospective Félix Vallotton au Grand Palais pour, j'en avais profité pour dire toute l'admiration que m'inspire Félix Vallotton, qui est un très 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 grand peintre. Et Félix Vallotton, en 1891, quand il a vu cette toile, a dit « c'est l'alpha et l'oméga de la peinture ». Alors vous voyez, c'est ça qui est très embêtant, c'est qu'on est toujours en train de se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment une conjuration Vallotton, Apollinaire, Picasso, Delaunay, qui consiste à essayer de nous faire croire que Rousseau est très important, ou est-ce que, bah vous bien sûr, vous l'aviez compris, mais est-ce que moi, par exemple, je m'étais laissé faire par la simplicité naïve et charmeuse du douanier Rousseau, sans voir justement à quel point Rousseau était complètement imprégné de l'époque, et combien, bien sûr, les gens qui, à l'époque, étaient eux-mêmes à la pointe de la création artistique, reconnaissaient en lui un de leurs pères. Rousseau n'a aucune expérience de l'exote, de l'exotisme. Il s'est amusé parce qu'il avait connu, quand il était au 51e d'infanterie à Angers, il avait connu un régiment de zouaves qui était rentré de la guerre du Mexique. Vous savez, quand Napoléon III a eu cette idée géniale, partagée avec François-Joseph, de profiter de la guerre civile américaine pour aller installer le frère de François-Joseph, Maximilien, comme empereur du Mexique. Ça s'est très mal terminé, comme Manet l'a montré d'ailleurs dans l'exécution de l'empereur Maximilien. Et alors, le douanier Rousseau s'est fait... Il y a un petit côté affabulateur chez lui, c'est très très étonnant. Il y a justement un côté canular, enfin bon voilà. Et il disait partout qu'il était allé au Mexique, et il fondait sa connaissance du Mexique uniquement sur ce qu'il avait entendu les zouaves lui raconter. Toute sa sauvagerie, tout son monde, effectivement, dépend de deux endroits. C'est-à-dire le Jardin des Plantes et le Muséum d'Histoire Naturelle. Au Jardin des Plantes et au Muséum d'Histoire Naturelle s'ajoute quoi? S'ajoute le Petit Journal. Et là, c'est très intéressant, parce que toute la sauvagerie des scènes de jungle du douanier Rousseau est tirée de la culture populaire. Or, qu'est-ce que fera le pop art? Le pop art ne fera qu'une seule chose, prendre du lowbrow et essayer de le hisser au niveau du highbrow.
C'est exactement ce que fait le douanier Rousseau, je suis désolé. Hein. Ou alors on ne sait pas ce que c'est que le pop art, hein, et on raconte des histoires dessus sans avoir compris comment ça marche. Ou alors on est obligé de reconnaître que ce que le douanier Rousseau fait, c'est ce que le pop art bâtira en système. C'est-à-dire, je prends des formes de culture populaire, le petit journal, c'est pas vraiment hein, de la culture de très bas, c'est pas du highbrow, et j'en fais des formes de highbrow. Et alors regardez, l'endroit d'où il tire toutes ces bêtes sauvages, c'est l'album Bêtes sauvages, hein, qui a été publié aux environs de 1900 par l'édition spéciale des grands magasins aux frais des Galeries Lafayette, et il a tiré toutes ces bêtes sauvages de là. Aujourd'hui, cet exemplaire dont vous voyez la couverture est conservé précieusement au Château-Musée de Laval parce que toutes les jungles du douanier Rousseau sortent de là. C'est-à-dire que toutes les jungles du douanier Rousseau highbrow, qu'on s'arrache pour des millions d'euros, sortent évidemment de ça. Alors, de temps en temps, tout se passe bien. Hein, le paysage exotique est un lieu merveilleux dans lequel le ludique, ça c'est très clair, hein, on sent bien qu'une société qui est gouvernée par l'exigence d'une efficacité économique ressent le ludique comme transgressif, et la jungle va devenir le lieu d'une transgression ludique par les jeux des animaux. Mais, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la jungle est le lieu d'une violence, très clairement. Que cette violence fasse allusion au réseau belliqueux qui entoure l'Europe à l'époque, c'est possible. Mais à mon avis, il y a une deuxième source, que nous avions déjà évoquée à propos d'Odilon Redon. Peu de gens savent combien Odilon Redon a été marqué par la lecture de Darwin. Je pense qu'il y a quelque chose de très darwinien dans les jungles du douanier Rousseau. C'est-à-dire, finalement, the survival of the fittest. Hein, ne survivent que ceux qui sont capables de survivre. Et je pense que la jungle, loin d'être un escapisme, comme on dit en anglais, un escapism, une manière d'échapper à la ville, c'est une métaphore de la ville. C'est-à-dire, c'est par essence, la ville devient par essence le lieu du darwinisme social. C'est-à-dire, évidemment, la survie des plus aptes et des plus capables. Hein, dans une sorte de struggle for life, de lutte pour la vie. Alors évidemment, il vous met de temps en temps des scènes idylliques de paix et de tranquillité. Mais regardez bien, les fleurs sont quand même très embêtantes. Si ça continue à pousser comme ça, il va se passer quelque chose. Et vous voyez, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que, apparemment, c'est du ludique, mais ça verse très vite dans l'onirique, c'est-à-dire dans une sorte de rêve qui n'est jamais loin, et d'autant moins loin qu'il apparaît comme ça, comme un rêve drôle et souriant, qui n'est jamais loin du cauchemar. Le renversement du rêve en cauchemar est évidemment tout à fait possible. Cela dit, nous avons sous ce décor, et alors ça c'est très intéressant, dans les jungles, vous sentez qu'il y a une volonté de surdimensionner le végétal pour à la fois cacher et mettre en lumière la violence de l'animal. Hein, le végétal est véritablement surdimensionné pour souligner et en même temps pour tâcher de dissimuler. C'est une esthétique baroque. Hein. Le baroque, c'est la prolifération des formes pour à la fois dissimuler et révéler que le centre est vide. Ici, vous avez une sorte d'esthétique baroque. Prolifération du végétal pour dissimuler et en même temps révéler la violence de l'animal. Hein. Et alors, la scène où le tigre attaque le buffle, et où un chercheur sur le douanier Rousseau s'est aperçu que dans la revue L'Art en 1906, on avait publié une gravure d'un tigre dévorant un buffle que le douanier Rousseau, bien sûr, a immédiatement utilisé pour en faire la base de... Ça, c'est très extraordinaire. Hein. C'est quelqu'un qui a une capacité mémorielle et réutilisatrice qui, au point de vue innovation, est fondamentale. Et il innove, comme toujours, à partir du déjà là. Et il innove en transposant, en transgressant le déjà là et en le faisant apparaître autrement. Alors c'est aussi, évidemment, nous l'avons dit, le lieu du ludique, c'est toujours, évidemment, le lieu de la violence. Et alors du coup, on comprend pourquoi cette image
qui peut dans un premier temps apparaître, la guerre bien sûr, qui peut dans un premier temps apparaître comme une image simplement naïve, quand on commence à regarder l'amoncellement des corps mutilés de ce qu'on appelle les dissecta membra sur le sol, et que finalement c'est une enfant qui apparaît dans la figure de la guerre, sorte de chevalier de l'Apocalypse parodique, on est quand même terrifié, et je ne suis pas sûr que quand on la compare avec ce avec quoi j'ai évidemment envie de le comparer, c'est-à-dire la représentation de la peste par Arnold Böcklin, le grand peintre symboliste bâlois, je ne suis pas sûr que si dans un premier temps la peste nous paraît plus terrifiante dans l'originalité évidemment apparente de sa création, la guerre de Rousseau ne soit pas finalement dans le long terme, à cause de ces nuages roses, à cause de cette présence enfantine, la guerre ne soit pas finalement plus terrifiante. Les végétations, les arbres coupés, les arbres morts, et encore une fois, ces dissecta membra sur le sol, sont quand même tout à fait étonnants. Il y a partout, effectivement, cette violence, et regardez quand même la taille absolument étonnante, encore une fois, des fleurs, au risque de me répéter, la taille absolument affolante du végétal, c'est comme si le végétal ne voulait pas cesser de croître pour dissimuler ce qui se passe entre ces formes ou sous ces formes. Ça, c'est vraiment étonnant. Et en même temps, ce repas du lion vers 1907, n'oubliez pas que c'est quand même une sorte d'hommage inévitable à celui qui a été son maître. Alors ça, c'est fou. C'est Jean-Léon Gérôme, le baron Gérôme, qui est quand même la haine absolue de tous les impressionnistes. Si vous demandez aux impressionnistes qui est-ce qui conduit la peinture à sa perte, ils vous répondent le baron Gérôme. C'est quand même... bon, c'est clair. Et le douanier Rousseau a une admiration sans borne pour le baron Gérôme, dont il dit, le baron Gérôme m'a dit, surtout, ne renoncez pas à votre naïveté. Et du coup, il a cette espèce de, comment dirais-je, d'autorisation du peintre le plus pompier de tous les pompiers. Et vous voyez, c'est étonnant parce que vous avez ces images très paisibles où on voit bien que finalement, alors, la nature paisible de la présence humaine, des animaux à cornes, de l'eau, c'est peut-être ça, c'est parce que les habitations sont faites en matériaux naturels, mais alors évidemment elles sont surmontées, comme vous le voyez, d'une croix. Là aussi, il faut se méfier. Tout le monde regarde le bas du tableau et dit « Oh ben c'est quand même mignon quand il y a les deux petites bêtes à cornes, le noir et l'eau qui coule, et puis les jolies fleurs ». Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que font les huttes là derrière, construites surmontées en plus de croix. Là aussi, c'est quelqu'un qui voit très bien les choses. Et cet homme qui est, paraît-il, totalement inculte, dans cet éclaireur attaqué par un tigre en 1904, évidemment, le cheval se cabre, l'éclaireur est renversé, il ne parvient pas à toucher de sa lance la gueule du tigre, et vous avez un autre éclaireur qui lui aussi va passer un mauvais moment, un mauvais quart d'heure. C'est curieux à quel point ça ressemble à ça quand même. Cet homme totalement inculte, qui ne connaît pas l'histoire de la peinture, a quand même de temps en temps des réminiscences rubensiennes qui sont un tout petit peu troublantes. C'est clair. Ou alors des réminiscences d'Horace Vernet. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui sait bien ce qu'est la fascination de l'exotisme et l'orientalisme, mais qui les utilise uniquement, évidemment, à son profit. Et alors, on ne sait plus très bien, ici, c'est encore une fois, si le surdimensionnement de la jungle est là pour réduire à l'anecdote absolue et apparemment sans importance, la rencontre violente entre, évidemment, comme il l'appelle, le nègre et le tigre, ou si, au contraire, effectivement, cette nature énorme est là pour magnifier cette rencontre. À mon avis, elle est là pour renvoyer cette rencontre à l'insignifiance et faire d'une nature végétale la seule chose qui survit toujours, semper
viridens, toujours verdoyantes. Et pour ceux d'entre vous qui penseraient que le rapport de l'homme Rousseau ou des créatures de Rousseau à la nature est un rapport extrêmement simple et véritablement un peu plus infantile qu'enfantin, je vous montre juste ça en passant. Oui, quelques gloussements me paraissent bienvenus, effectivement. Hein. Nous sommes ici dans quelque chose qui s'appelle La Belle et la Bête, et qui montre bien que la nature n'est peut-être pas aussi simple chez le douanier Rousseau qu'on a bien voulu nous le dire jusque-là. Hein. C'est comme si le petit chaperon rouge ne désirait qu'une seule chose, c'est être dévoré par le loup, ce que nous avons toujours su d'ailleurs. Hein. La grand-mère n'étant que l'apéritif avant le passage aux choses sérieuses. Voilà. Ici, le rêve, hein, vous vous sentez très clairement, encore une fois, c'est la personne que nous avons vue tout à l'heure, ce portrait de l'institutrice polonaise qui joue le rôle. Alors là aussi, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de demoiselle d'Avignon revisitée par l'exotisme? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une grande horizontale, hein, d'une prostituée installée sur son divan très Toulouse-Lautrec, hein, et qui attend le client en rêvant au lointain, hein, ce qui, après tout, n'est pas impossible. Est-ce que c'est effectivement une femme payée qui est installée sur le divan destiné à mettre en valeur ses charmes et qui, pendant ce temps-là, dans l'attente du client, rêve d'un ailleurs? Hein, et d'un ailleurs dans lequel, effectivement, vous avez le contraste quand même assez étonnant, hein, entre la nudité, le côté quand même très post-Biedermeier du sofa, hein, et puis la prolifération des plantes, et ça que j'adore, hein, je dois dire. Avec, regardez bien sûr, l'idée quand même d'Orphée, hein, l'idée que cette sauvagerie de la nature cède évidemment à la puissance orphique de la musique, et que du coup, ceux qui devraient dévorer sont tout simplement étonnés et évidemment figés. De même, évidemment, la Charmeuse de Serpent, hein, tableau de 1907, qui a été commandité par Berthe, la comtesse de Delaunay, la mère de Robert Delaunay. Hein. Donc là aussi, vous voyez, c'est quand même très étonnant ce qu'on retrouve. Alors bon, je n'ai pas résisté au plaisir de vous rapporter ici la carriole du père Junier, hein, qui évidemment fait allusion probablement à un monde, comment dirais-je, de la solidité de la cellule familiale, de la solidité organique, hein, de la famille nucléaire, que très probablement, évidemment, la société industrielle et urbaine va assez vite détruire, et que cette carriole qui s'oppose à la voiture, c'est une sorte de néo-archaïsme désiré qui protégerait finalement de la modernité, par ailleurs séduisante mais aussi terrifiante. Et alors on comprend pourquoi les surréalistes se sont complètement fascinés pour la gitane endormie. Hein. C'est une sorte de cadavre exquis. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un avait commencé par mettre la lune, puis quelqu'un ensuite avait mis le lion qui visiblement ne sait pas ou se fiche complètement de ce qui se passe autour de lui, puis une autre personne avait rajouté la bohémienne, et puis si enfin quelqu'un avait rajouté une guitare pré-cubiste chez Braque ou chez Picasso, et finalement, évidemment, la jarre. Alors que la jarre soit freudiennement parlant, tout ce que vous voudrez, vous vous amuserez, hein. Mais ce qui me paraît très très intéressant, c'est cette espèce, encore une fois, de côté cadavre exquis, visuel, non-verbal. Ce qui explique pourquoi toute la génération surréaliste s'est absolument passionnée pour le douanier Rousseau. Justement parce que l'apparent hasard de la juxtaposition des éléments suscitait dans le regard le désir non pas tant de comprendre intellectuellement, mais de se laisser faire par cette juxtaposition d'autant plus séduisante qu'elle apparaissait dans un premier temps hasardeuse. Et c'est ça, je crois, qui fait l'originalité du douanier Rousseau, qui fait que le douanier Rousseau, c'est quelqu'un finalement de très important. Et bon, on en prendra comme preuve ultime cette photo du douanier Rousseau dans son atelier quelques jours avant sa mort en 1910, prise par, excusez du peu, un photographe qui s'appelait Pablo Picasso.
Je vous remercie d'avoir accompagné ces 8 conférences de l'année par votre présence et votre attention. J'y suis extrêmement sensible et ce sera un très grand plaisir de retrouver ceux d'entre vous qui l'année prochaine pourront bien poursuivre le chemin. Merci.